Mr. Prosecutor. Le président. Monsieur le procureur, vous êtes invité à rafraîchir la mémoire du témoin sur des questions très précises en réponse auxquelles le témoin aurait dit qu'il ne peut pas se rappeler. Donc, vous devez limiter le périmètre de vos questions et ne pas sortir du champ utile. Monsieur MacDonald, je comprends, Monsieur le Président, mais dans l'intérêt du compte-rendu d'audience, j'indique que cette partie de mes questions commence à la ligne à la page 884 et à la ligne 884, correction de l'interprète, et se poursuit à peu près jusqu'à la ligne 1140. Donc, c'est dans cette partie du compte-rendu que le témoin donne des détails. Et je me proposais de donner lecture de ce passage au témoin. Le président, mais la question qui se pose ici tourne autour de la notion de rafraîchir la mémoire du témoin. Ce qui est en cause, ce n'est pas présenter des éléments de preuve ou des déclarations du témoin à la Chambre. Le procureur, oui, Monsieur le Président, je prends note. Je vais m'adapter à la procédure que la Chambre jugera utile de mettre en place pour rafraîchir la mémoire du témoin. Le Président, mais bien sûr, vous pouvez rafraîchir la mémoire du témoin en lui donnant lecture de certains passages, mais sans déborder sur des passages qui ont d'autres buts que celui-ci. Je vous en prie, vous pouvez procéder. À la ligne 960, et après ça, je vais poursuivre à un autre extrait sur toujours le contenu, Monsieur le témoin. Donc, à la ligne 955, vous dites donc qu'il fallait mobiliser les jeunes patriotes pour aller faire les barrages, les corridors, tout ça, pour empêcher cette marche-là. Oui, c'était ça l'objet de la réunion. À la ligne 1037, la question est la suivante. Toujours en se référant à la marche sur la RTI. Et quelles étaient les propositions donc pendant cette deuxième réunion? Ça, c'était la question. Et votre réponse est la suivante. À la deuxième réunion, c'était il faut nous mobiliser, les patriotes, pour aller faire bloc à l'arrivée des gens qui vont venir de l'hôtel du Golfe pour venir vers la RTI. Non seulement les jeunes patriotes devaient faire bloc, mais il y avait aussi les stratégiques militaires, c'est-à-dire que les militaires sont allés aussi faire bloc. Ils sont allés faire bloc à partir de la colline, là où il a fait le pont actuellement. Là. Monsieur le Président, excusez-moi. Excusez-moi, je pense qu'il faut qu'on soit quand même un peu juste. La question de M. MacDonald posée au témoin était une question précise. Qu'est-ce qui a été dit lors de cette réunion? Et on parlait d'une réunion. Ici, M. MacDonald parle de deuxième réunion. Oh, on ne comprend pas. Non, et la question était relative, c'est une question précise. Vous étiez en train de parler de la question des barrages. Ici, on déborde ce point pour toucher les questions qui parlent de la stratégie militaire. Ce n'est pas cela. Il ne faut pas que, sous le prétexte de rafraîchir la mémoire du témoin, on lui lise ici sa déposition. C'est pour cela que, d'ailleurs, l'équipe de défense a voulu que nous soyons clairs. Parce qu'avant de venir ici, Monsieur le Président, il faut que nous sachions le jeu de notre procès. C'est pour cela que mon confrère McNobbs a parlé de la sécurité. Nous venons à un procès. Il y a un protocole. Monsieur MacDonald, j'ai encore la parole, s'il vous plaît. C'est le président qui distribue ici la parole.
Alors, il faut que nous soyons situés sur les règles du jeu. Monsieur McDonald ne peut pas profiter de cet instant qui lui est donné pour lire toute la déposition du témoin. Il a déjà lu une partie qui concernait les barrages, qui laisse de côté maintenant cette déposition pour interroger le témoin et non de le contre-interroger. Monsieur le Président, nous voulons être vraiment précis sur la question. Cette façon d'interroger le témoin, pour nous, n'est pas conforme aux règles qui avaient été prédéfinies dans le protocole. Et s'il était permis à M. McDonald de rafraîchir la mémoire du témoin, il faudrait qu'il reste sur le point de la question. Yes. Le président. Je voudrais revenir à la partie du transcript où nous lisons question. Est-ce que vous vous rappelez que des questions vous ont été posées au sujet de la réunion de l'hôtel de ville de Coconut? Oui. Question. Est-ce que vous vous rappelez avoir donné des détails? Réponse. Je ne me rappelle pas les détails, mais si vous le souhaitez, vous pouvez me rafraîchir la mémoire. Et c'est là que la décision de la Chambre a été prise, à savoir qu'il a été décidé que le procureur avait autorisation de soumettre aux témoins des déclarations aux fins de lui rafraîchir la mémoire, car le témoin sait mieux que qui que ce soit d'autre ce qui s'est passé durant cette réunion. Le procureur ne le sait pas aussi bien et la Chambre non plus. Donc, l'autorisation a été donnée au procureur de soumettre au témoin une déclaration préalable pour lui rafraîchir la mémoire. Et je me rappelle avoir insisté sur la nécessité pour le procureur de limiter l'étendue de la lecture de ces déclarations préalables à la partie précise qui concerne la question. Et non pas à lire l'intégralité de la déclaration en question. Donc, j'espère qu'à présent, vous pourrez poursuivre sans interruption indue. Je vous remercie. Veuillez procéder. Monsieur McDonald. Monsieur McDonald, je tiens également à rassurer la partie adverse et les juges de la Chambre quant au fait que tout ce dont j'ai donné lecture concerne bien la réunion dont nous sommes en train de parler. Et d'ailleurs, la Chambre peut s'appuyer sur le prétoire électronique afin de vérifier la véracité de mes dires et d'exercer son contrôle sur la procédure. On discute de la stratégie par rapport à la marche. Et là, il y a des détails qui sont donnés par vous lors de cet entretien, qu'il fallait que les patriotes descendent les mains nues. Et que les stratégies militaires, ce n'était pas à nous de les donner. Et c'est ce qui s'est passé effectivement le 16. Et là, vous décrivez ce qui s'est passé le 16. Et donc, la stratégie qui est discutée cette journée-là, lors de cette rencontre, était de descendre et puis faire des corridors jusqu'à les empêcher de venir. Et là, vous donnez des détails au sujet des lieux de ces corridors. Et je cite, et faire le corridor partout, surtout autour, on a fait le corridor autour même de la RTI pour la protéger. On a fait le corridor vers l'hôtel du Golfe. Toute la marche qu'ils doivent faire
On a aussi fait des corridors vers 2 plateaux, puisqu'on disait que d'autres devaient venir d'Abobo, de 2 plateaux, c'est-à-dire qu'on empêchait la rentrée même de la RTI. Monsieur le témoin, est-ce que le fait de vous relire et résumer ces passages de votre entretien du mois de décembre 2014 vous rafraîchit la mémoire? Merci, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la lecture que vous avez faite ce matin, je pense que j'ai déjà passé dessus. Ce que vous avez lu, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Maintenant, j'ai l'impression que vous insistez de savoir quelles sont les décisions qui ont été prises dans la réunion ou qu'est-ce qu'on a dit dans la réunion. Sinon, ce que j'ai dit, c'est ce que vous avez écrit. Est-ce que ça vous rafraîchit sur les détails qui ont été discutés d'une stratégie à appliquer lors de cette rencontre avant la marche sur la RTI au sein de quelques leaders de la galaxie dont vous-même vous étiez présent? Monsieur le procureur, merci. Quand vous parlez des détails des stratégies, ça veut dire que le problème qui est un peu embêtant dans cette affaire, c'est les mots. Quand on parlait de stratégies, comme s'il y avait des stratégies qui devaient être mises en place de façon, je ne sais pas comment. Mais je l'ai dit ici, et je l'ai dit haut et fort, que quand nous avons tenu la réunion, il s'agissait de l'appel de l'hôtel de Goff, de la plus petite république, l'appel de marcher contre la RTI pour aller installer le directeur général qui a été nommé par le président Alassane. Mais les stratégies, et ce qu'il a dit toujours, nous, on avait nos stratégies qui étaient simples et qui étaient toujours de la façon qu'on faisait, c'est de mobiliser les Ivoiriens, de mobiliser la jeunesse, de mobiliser les patriotes, puisque c'est le mot patriote qui est quelque chose, c'est les patriotes qu'on mobilisait ceux qui se sentaient que les pays ou choses est victime d'une injustice ou des autres pays qui s'ingèrent dans les problèmes de... C'est pourquoi que ces personnes-là, si tu veux, tous ces Ivoiriens, ces patriotes, tous ceux qui pensent que il y a trop d'ingérence dans l'affaire, et quand l'appel est lancé, chacun, il sort volontairement pour venir protéger la RTI. C'est ce que j'ai dit, c'est ce qui est bien mentionné. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je vous ai dit. Ce qui est dit à la réunion, c'est ce que je vous ai dit. Maintenant, vous voulez savoir tous ceux qui étaient là. Je vous ai dit des noms que je me souviens. Il y avait le président Blégou de lui-même, il y avait moi, il y avait Mia, le secrétaire général de FESI, de syndicat étudiant. Il y avait Youssouf, il y avait Touré Zegen. On était presque tous là. Tous, on était là. Parce que c'était une marche importante. Elle était importante aussi. Il ne fallait pas laisser que les gens viennent par la RT, comme je l'ai signifié, je l'ai dit ici. La télévision nationale d'un État, d'un pays, quand les gens prennent, c'est comme s'ils ont pris le pouvoir, puisqu'ils passent par là pour passer les communications et dire que le régime n'existe plus. Elle est renversée. La plupart des coups d'État en Afrique, c'est toujours par la communication nationale, c'est toujours par la télévision nationale que les gens passent pour faire les coups d'État et donner les messages. Donc il ne fallait pas accepter ça. De tous les moyens, il ne fallait pas accepter qu'ils viennent par la télévision. Puisque, Monsieur le Président, il y avait 2 présidents en Côte d'Ivoire. Monsieur le témoin, je vais être obligé de vous interrompre parce que sinon, on n'avancera pas. Ça va prendre plus de temps que prévu. C'est déjà... Merci, Monsieur le procureur. Parce que ça, c'est des choses que vous avez déjà mentionnées. Je vais revenir sur quelque chose qu'on a abordé ce matin.
dans un certain contexte et je veux des précisions. Antérieurement, vous avez fait mentionner qu'il fallait descendre et puis faire les corridors. Première question, c'est quoi ça les corridors? Merci, monsieur le procureur. Le corridor, nous appelons, en général, quand on dit le corridor, ça veut dire c'est un poste d'arrêt. C'est-à-dire que quand vous venez, vous trouvez un corridor. C'est-à-dire qu'on a mis des barrages, nous appelons ça un corridor. C'est un arrêt obligatoire que nous devons vous contrôler. C'est ce qu'on appelle un corridor. C'est ça que je voudrais vous préciser. Alors ma question maintenant, pour s'assurer que la Chambre comprenne bien, a-t-il, dans cette réunion à l'Hôtel de Ville, en présence des gens que vous avez nommés, été question d'ériger des corridors? Bon, pour préciser, dans la réunion où demandant à les jeunes de faire des corridors, comme je vous ai déjà dit ici que chacun connaît son travail, on vous demande de vous mobiliser et de descendre dans la rue. Chacun sait ce qu'il a à faire. C'est une habitude que quand on demande à les jeunes patriotes de descendre, de défendre, ils font eux-mêmes, volontairement, ils font des corridors. Mais pour dire que ça a été précisé à la réunion, qu'il faut faire les corridors, bon, mais je sais que quand on lance la mobilisation, on lance appel que la RTI nationale doit être attaquée ou venir être prise par la force, on vous demande de vous mobiliser pour protéger. C'est tout à fait normal. Il faut faire des corridors, il faut la protéger. Tous ceux qui doivent passer, par exemple, par cette voie pour aller à leur travail ou là, il faut les contrôler. Si effectivement, ils sont de ce passage-là. C'est ça que je veux dire. Vous touchez à un point intéressant. Donc, quand on lance un appel à la mobilisation, la jeunesse patriotique savait ce qu'elle avait à faire. C'est ce qu'on retient de votre témoignage? Mais c'est normal, oui, c'est comme ça. C'est le système, c'est comme ça. Et ce système était en place depuis quand? Depuis combien d'années? Vraiment, je ne peux pas répondre à cette question-là. De mémoire, l'érection de barrages par la jeunesse patriotique, est-ce que ça date d'avant la création de la NACIP ou après? C'est avant, puisque la crise avait commencé avant la naissance même de la NACIP. Donc, c'est bien avant cette habitude-là. Et l'érection de barrages, donc, vous mentionnez de cette mobilisation, était après la séparation du pays le 19 septembre 2002? Oui, monsieur le procureur, bien ça. Où étiez-vous la journée de la marche sur la RTI? Si j'ai un bon mémoire, je dis bien si je me souviens bien, comme je vous ai toujours dit, quand il y a des gens des marches comme ça, moi je ne sors pas, je reste à la maison. Et je crois que j'avais regardé ça à la télé, la marche, je crois bien. Je suivais tout, mais je ne suis pas sorti. Peut-être si je suis sorti, je suis resté au niveau de Port-Boué, de Makori, où il n'y avait pas de marche, rien. Donc, mais en général, chaque fois qu'il y a ce genre de choses, je ne sors pas. Avant la marche du 16 décembre, vous rappelez-vous si la jeunesse patriotique
a lancé un appel pour un rassemblement. Un appel à la télévision? Que ce soit à la télé ou via vos systèmes de communication. Donc, entre le moment où il y a eu la rencontre à l'Hôtel de Ville et la marche en tant que telle, le 16, durant cette période-là, à votre connaissance, y a-t-il eu un rassemblement, pas une réunion, un rassemblement, donc un meeting de la jeunesse patriotique? Monsieur le procureur, il faut qu'on essaie de centrer les choses et puis dites les choses claires. Il faut que je vous explique. Dans la période de la crise, même la crise que vous appelez le 16, tout ça, il y avait tout le temps des meetings et des tournées dans le district, presque, pour mobiliser et expliquer la gravité de la chose, tout le temps. Mais spécifiquement, je ne peux pas vous donner la date juste ou le jour et le lieu. Mais il y avait tout le temps, on était très actifs, on avait tout le temps en train de tourner pour expliquer à la population ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ce que chacun devait faire. Avez-vous assisté personnellement ou vu à la télé de la RTI le premier meeting ou grand rassemblement de M. Charles Blégoudet en tant que ministre, maintenant qu'il était ministre, le premier meeting qu'il a tenu avec la jeunesse patriotique? Vous rappelez-vous de cela? Je me rappelle bien qu'il y avait des meetings du ministre Charles Blégoudet, mais je vous avais expliqué ici, moi je n'étais pas à ce meeting-là. Je ne pense pas, je n'étais pas là. Mais je sais qu'il y a des meetings. Vous avez également mentionné que vous regardiez la RTI, vous suiviez les événements à la télé. Oui, monsieur le procureur. Vous rappelez-vous d'avoir vu à la RTI le premier meeting de M. Charles Blégoudet alors qu'il est maintenant ministre et président de la Galaxie patriotique? Oui, moi je suivais toutes les infos, monsieur le procureur. Je suivais, pour des raisons de la crise et de ce qui s'est passé, il fallait que je sois informé. Je suivais toutes les infos. Toutes les infos, je n'ai jamais raté le journal parlé. Je suivais ça. Très bien. Alors, je vais maintenant présenter une vidéo. CV OTP 0074 0054. Et je ne suis pas certain si on a le transcrit également sur la liste qui a été communiquée, mais je crois que oui. Je vais vous donner, malheureusement, je n'ai pas le numéro. J'arrive avec le numéro. Pardonnez-moi, le transcrit n'est pas sur la liste, mais le vidéo est sur cette liste. Et le vidéo... Mr. MacDonald, is this? Monsieur MacDonald demande le greffier, est-ce un document public? Je pas le... Ah, ok, d'accord. Ils sont bons. Your honors to help, even though... Monsieur MacDonald, donc la transcription malheureusement n'est pas sur notre liste, mais je demande donc l'indulgence de mes collègues et
Si la Cour l'autorise, je peux donner la référence 0087 0387. Donc ce sont des vidéos qui sont en français, bien sûr, presque toutes, pour des raisons évidentes. On n'a pas de sous-titres, mais on a des transcriptions, mais elles sont en français. Écoutez bien, monsieur le témoin, et on reviendra avec des questions. Je crois qu'il faut se placer sur Evidence 2. Just need to get the right minutes. It's not. Monsieur McDonald, on attend de trouver le bon moment pour lancer la vidéo. Now, the video that. Donc, l'extrait que nous allons montrer commence à 00:25 minutes 10 secondes à peu près. Je dis cela pour le compte-rendu parce que je pense qu'en pratique, c'est extrêmement utile d'avoir cette référence sur la transcription pour s'y retrouver plus tard. Merci d'être venu sur ce plateau. Ce matin, le ministre de l'Emploi et de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, a rencontré les jeunes au Palais de la Culture pour leur dire ce qu'il a prévu faire pour eux et pour entendre aussi ce qu'ils souhaitent eux-mêmes. Mais on retiendra deux choses essentielles. Premièrement, comment faire face à la crise de l'emploi. Et deuxièmement, Charles Blé Goudé a appelé les jeunes à se tenir prêts à opérer des actions de résistance en cas de nécessité. Mambo Abe. La jeunesse abidjanaise a honoré massivement le premier rendez-vous institutionnel et post-électoral avec son leader Charles Blé Goudé, devenu membre du gouvernement. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Salubrité publique, avec à ses côtés, outre le nouveau secrétaire d'État aux victimes de guerre Charles Dosso, les responsables de plusieurs associations et mouvements patriotiques et de jeunesse. Message articulé en deux phases, Charles Blé Goudé a parlé en premier lieu de sa nouvelle aventure. Première question. Reconnaissez-vous la voix du présentateur, celui qui parle en ce moment? Est-ce que vous connaissez cette personne? Quel est son nom? The microphone. Le micro. Mambo. C'est le nom là que je comment connais. écrivez-vous? I think it was not a good question. On peut... Président, je pense que ce n'était pas une bonne question. D'accord. Très bien. Poursuivons. Avec la jeunesse, qui consiste à résoudre le problème d'accès au premier emploi pour les Ivoiriens. Dans notre pays, nous avons tout. Et chacun de vous, autant qu'il se trouve ici, a en lui un génie, a en lui un talent, a en lui sa propre réussite. Il suffit seulement de mettre en forme ce génie
et puis que l'État accompagne. Et puis, je pense que chacun peut se réaliser dans ce pays. Et c'est mon rôle, en tant que votre ministre, de faire en sorte d'être votre avocat au sein de cette équipe gouvernementale pour que les différents projets qui nous seront soumis soient rapidement analysés pour que nous puissions avancer et que les jeunes de Côte d'Ivoire montrent au reste du monde que ce qui est ailleurs peut se retrouver ici. Je le dis pour vous inviter à avoir foi en notre pays, pour vous inviter à avoir foi en notre pays, pour vous inviter à avoir foi en nos capacités, pour vous inviter à comprendre que eh bien, si nous voulons accoucher d'une nation nouvelle, les femmes sont témoins, tout accouchement est douloureux. Ce matin, je ne vous parlerai pas des chiffres, mais je dis, Gbagbo nous interroge. Il nous demande, est-ce que les jeunes de Côte d'Ivoire sont capables? Est-ce que les jeunes de Côte d'Ivoire sont capables? Le ministre de la rue qu'il tient à rester et tout général des troupes patriotiques qu'il est, Charles Blé Goudé, s'est enfin invité dans le débat sur les tentatives de la communauté internationale de discréditer les institutions ivoiriennes en complicité avec certains nationaux. La fin de route qui a été donnée à l'ONU, qui a été donnée à la force du corps, qui a été donnée à Guillaume Soro, était très claire. Enlever M. Gbagbo. Je vous informe, M. Joy et l'ONU et la France préparent un génocide en Côte d'Ivoire. L'ONU a mis à la disposition des rebelles la radio ONU-Yémen. Deuxièmement, c'est l'ONU qui vient d'aider la rébellion du Golfe Hotel à mettre sur pied une radio pirate. Troisièmement, c'est l'ONU qui met à la disposition des rebelles ses cargos, qui met à la disposition des rebelles ses juifs. Et c'est l'ONU qui prend les habits de casques bleus aux rebelles qui s'habillent en casques bleus et qui transporte les armes des rebelles pour les déposer au Golfe Hotel. Dès cet instant, l'ONU que nous avions jusque-là considérée comme une force de paix vient de nous démontrer clairement qu'elle n'est plus une force de paix en Côte d'Ivoire, qu'elle est une force de digérer. Et qu'elle est une force d'occupation. C'est eux qui organisent la rébellion. C'est lui qui donne les idées à la rébellion. Donc, eux est considéré désormais comme un rebelle. Quand Guillaume Soro demande aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire de ne pas aller au travail, et ils vont au travail, ça s'appelle un désaveu. Cela veut dire que M. Guillaume Soro doit comprendre que jusque-là, il était toléré. Nous l'avons toléré. Parce que nous pensions qu'on pouvait faire la paix avec lui. Mais on avait oublié qu'un rebelle reste un rebelle. Je n'ai pas de fusil. Je n'ai pas de fusil. Je n'ai aucune arme. Et voici mes mains. Mais je promets à Guillaume Soro et à la Ouattara qu'avec mes mains, je suis capable de les déloger du Golfe Hotel à Moulou. Ils ont l'ONU avec eux. Ils ont la France avec eux. Ils ont les États-Unis avec eux. Ils ont l'Union européenne avec eux. Nous avons l'Éternel des armées avec nous. Et nous avons Dieu avec nous. Mais nous avons une deuxième chose avec nous. Nous avons notre détermination avec nous. Et quelle que soit l'armée la plus puissante du monde qui va nous envoyer, cette armée sera vaincue par l'armée de Dieu. Chers amis, je vous demande, dès cet instant, de vous apprêter. Soyons soudés, soyons solidaires, soyons déterminés, soyons sûrs de notre force. Et ne reculons devant rien. Je vous lance ce message du haut de cette tribune. Nous voulons vivre pour voir notre pays se développer, mais aussi nous sommes prêts à mourir pour que cette chose-là puisse se réaliser, que l'on le sache. La jeunesse ivoirienne est donc prête à faire face à tout ce qui va se dresser devant elle sur le chemin du retour à la normalité, atmosphère propice au développement et à la prospérité.
Voilà,